C'est pas très utile en ces lieux de présenter Jacques Bitoun, qui est un des pionniers de l'IRM en France et qui a dirigé cette université, je ne sais plus s'il faut dire cette université ou l'ancienne université Paris-Sud pendant de nombreuses années, donc est bien connu. Jacques. Merci beaucoup. Merci. Oui, donc il était dit l'ancien président de l'université, mais ce n'était pas pour attirer, c'était comme excuse, parce que quand on est président de l'université, on ne peut pas beaucoup se mettre à jour. D'ailleurs, la mise à jour en imagerie médicale sur cet exposé, qui est très général, on m'a dit on essaie d'attirer des élèves de lycée, etc. Donc attention, si vous connaissez les bases de l'imagerie médicale, vous n'apprendrez pas grand-chose. Vraiment, je commence sur les bases. Mais la mise à jour, elle se faisait par un congrès qui est le congrès de la Radiological Society of North America, qui se déroule tous les ans et à Chicago. Et là, tout ce qui se vend en imagerie est exposé avec tout ce qu'il faut. Et donc, j'allais régulièrement. Et quand j'étais président, je n'ai pas eu beaucoup le temps. Ceci dit, on est sur un exposé général qui essaye de montrer ces physiques et imagerie médicale, c'est-à-dire comment on va chercher tous les domaines de la physique pour arriver à voir à l'intérieur du corps, parce qu'on va définir ici imagerie médicale comme un moyen de voir à l'intérieur du corps de manière atraumatique, si possible non invasive, c'est-à-dire sans rien injecter, sans pénétrer, simplement de l'extérieur. Donc forcément, on va utiliser tous les types de rayonnement. Alors, je vais passer en mode, mais ça va passer. Alors. Bien, donc physique et imagerie médicale, différentes modalités d'imagerie. Histoire, méthode et apport médical. Je suis venu à l'imagerie par résonance magnétique plus particulièrement en entrant dans le laboratoire de Michel Sauzade qui, après que j'ai fini mes études de médecine et mes études de physique, commençait l'IRM et donc était content de voir quelqu'un qui était à l'interface. Et donc j'avais monté une unité qui est maintenant devenue l'IR4M, dont je ne suis plus du tout directeur, on ne peut pas faire tout. Et donc qui est sous la direction de Luc Darras, et je suis retourné dans mon laboratoire, donc j'ai mis cette adresse. Voilà, alors je voudrais aller aux racines de l'imagerie médicale pour essayer de comprendre à quel moment le besoin s'en est fait sentir. Si on part du début de la médecine, je dirais que ce qui se passait dans le corps humain était un mystère complet, et tout ce à quoi on pouvait accéder, c'était ce qui en sortait. D'où les blagues que sortait un peu Molière et d'autres. Et cette gravure, si vous n'arrivez pas à lire en bas, elle dit le bassin. Donc vous voyez le médecin dans un pot de chambre. Et ces mets précieux, goûte friand docteur, de son odeur, de sa saveur, tire d'infaillibles présages. Voici ton art aura promptement procuré des de profundis au curé avec qui gaiement tu partages. Donc ça disait tout ce que ça veut dire sur la médecine de l'époque. Bon, avec une méconnaissance très importante du corps humain, il était bien évident que les moyens étaient tout à fait limités. Je pense que la médecine moderne commence avec Laennec, ou en tout cas a été formulée par Laennec, parce que son maître Corvisart, qui était médecin de Napoléon, faisait déjà cette méthode anatomoclinique, mais elle a été énoncée par Laennec, qui disait la chose suivante: le principe anatomoclinique, c'est distinguer sur le cadavre un cas pathologique au caractère physique que représente l'altération de ses organes. Ça veut dire que chaque fois qu'on a un patient qui décède, eh bien, on va aller ouvrir. C'est en fait le début de l'anatomie pathologique. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On peut voir des cavernes tuberculeuses, on peut voir une poche d'air qui s'est formée, une poche de liquide, etc. Donc on va le décrire. Et une fois qu'on a bien regardé ce qu'il y a, eh bien, c'est la deuxième partie. On va reconnaître sur le vivant, à des signes certains, et autant que possible physiques indépendants des symptômes, c'est-à-dire du trouble variable des actions vitales qui l'accompagnent. C'est-à-dire l'examen médical va commencer par un interrogatoire. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez, etc. Donc ça, tout passe par la subjectivité. Et on va aller chercher, au-delà, par des signes objectifs, quelque chose que lui ne décrit pas, mais qu'on va pouvoir apparenter à quelque chose qu'on a vu sur des cadavres. De sorte qu'on va pouvoir classer la maladie et dire c'est la même maladie que celui qui était décédé. Et donc on va inventer, c'est des choses qui
qui avait été inventé progressivement. Mais là, on va utiliser la percussion, c'est-à-dire qu'on va regarder, on va taper sur le doigt comme ça, vous avez tous vu. On va regarder la vibration, c'est-à-dire qu'on va faire 33, 33, vous connaissez. Et puis, on va écouter à travers la poitrine. Et évidemment, si on prolonge, on a envie de fondre les deux principes. Et tant qu'à faire, au lieu de distinguer sur le cadavre et puis de retrouver sur le vivant, le mieux, ce serait de distinguer sur le vivant un cas pathologique au caractère physique que représente l'altération. Bien sûr, il ne pouvait pas le formuler comme ça, parce que distinguer sur le vivant, il fallait ouvrir. Et c'est ce que permet l'imagerie médicale, finalement, d'aller distinguer sur le vivant. Et à tel point, elle était nécessaire que si vous regardez bien, Laennec a inventé le stéthoscope. Petit hommage quand même, parce qu'il l'a déposé en 1817, donc il y a 200 ans. Voilà, le stéthoscope a 200 ans. Alors, l'histoire est aussi amusante. Il y a plusieurs légendes, mais celle-là semble documentée. Il devait ausculter. L'auscultation se faisait en mettant l'oreille sur la poitrine de la personne. Et un jour, il va ausculter une belle jeune fille et il n'ose pas mettre sa tête sur sa poitrine dénudée. Donc, il prend un journal là, il le roule, il écoute à distance et il entend encore mieux qu'en appliquant l'oreille. Et donc, il va travailler un peu en étudiant différents bois, etc. Et en 1817, donc, il produit le stéthoscope. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il est tout à fait anormal qu'il l'appelle le stéthoscope, pour la bonne raison que c'est un stétophone. Ça veut dire qu'il ne voit rien avec, il entend. Donc, si vous dites, si vous voulez entendre au loin, vous prenez un téléphone, pas un télescope. Donc, en réalité, le besoin d'imagerie se fait sentir ne serait-ce que dans cette simple confusion. Et le vrai stéthoscope, eh ben, le voilà. Alors, stéthos, ça veut dire poitrine. Stéthos, ça veut dire poitrine. Et scope, c'est observer, mais en général, à l'œil. Donc, voilà le premier vrai stéthoscope. Mais pour ça, il a fallu une invention. Et cette invention, vous le savez, elle est arrivée grâce à monsieur et madame Röntgen, qui, en 1895, découvrent les rayons X. Alors, les physiciens connaissent principalement cette partie-là, puisque c'est le tout premier prix Nobel de physique, en 1901, pour la découverte des rayons X. Mais il aurait dû avoir le prix Nobel de médecine, parce que exactement en même temps, c'est-à-dire que 2 jours après avoir découvert qu'il y avait un truc qui se passait quand il faisait passer un courant dans un tube de Crookes, eh bien, il marque l'image de son épouse sur un film, et c'est la première radiographie. C'est une découverte qui a été très vite en médecine. En 1897, Antoine Béclair, à l'hôpital Tenon, crée le premier cours de radiologie médicale. Donc, cet instrument-là que vous voyez ici, eh bien, on commence à avoir des signes qui apparaissent et on crée toute une discipline qui commence à ce moment-là, 1897. Alors, à cette époque-là, on ne parlait pas d'imagerie médicale, parce que imagerie médicale suppose qu'on est dans un chapitre. Et là, il n'y avait pas de chapitre. Il y avait simplement, on regardait à travers des gens grâce à un rayonnement qui passait. Donc, voir à travers, on ne parle pas d'imagerie. Mais cette notion de voir à travers s'est diversifiée quand d'autres méthodes sont apparues. Et ici, par exemple, c'est une des premières échographies de fœtus qu'on peut voir. Eh bien, on voyait le fœtus à travers la paroi abdominale et la paroi utérine, mais il est vrai que c'est plus tellement voir à travers comme on en a l'habitude. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet transparent qu'on regarde. Cette fois, on envoie des ultrasons et on recueille les échos. Donc la notion de voir va évoluer avec les ultrasons. Et puis elle va évoluer aussi énormément avec la scintigraphie, la médecine nucléaire. On va voir la chronologie tout à l'heure. Mais la médecine nucléaire a consisté à injecter des molécules radiomarquées, donc avec un atome radioactif. Et puis cette molécule va avoir un tropisme, on dit, une particularité de se fixer sur tel ou tel organe. Par exemple, ici, on injecte ou on fait absorber de l'iode radioactif. Et l'iode est le composant principal de l'hormone thyroïdienne. La thyroïde est une glande qui se trouve à la base du cou ici.
en forme de papillon. Et donc, on va faire absorber de l'iode. Et comme l'iode est radioactif, quand on va représenter la distribution de la radioactivité après absorption d'iode radioactif, on va retrouver l'ensemble de la radioactivité sur la thyroïde. Et donc là encore, on voit la glande thyroïdienne. Mais voir, ce n'est plus du tout regarder à travers. Cette fois, on voit et l'image devient fonctionnelle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une image fonctionnelle? C'est un autre terme de l'imagerie médicale. Ce qu'on voit, ce n'est plus vraiment l'anatomie en médecine nucléaire. Ce qu'on voit, c'est la fonction. Par exemple, imaginez une thyroïde qui est normale à l'anatomiste. Le chirurgien ouvre et il voit le papillon tout à fait normal. Mais il y a une portion de cette thyroïde qui ne fabrique plus l'hormone. Elle n'est pas différente sur le plan anatomique, supposons, mais elle ne produit plus l'hormone. Eh bien, quand on va injecter l'iode, l'iode va se fixer sur l'ensemble de la glande, mais pas sur la partie qui ne forme plus l'iode. Donc, ça veut dire qu'un chirurgien va voir l'anatomie, mais là, l'image montre la fonction. C'est pour ça qu'on parle d'imagerie fonctionnelle. Donc ça a été une première révolution. Et deuxièmement, elle devient numérique. Pourquoi ? Bien parce qu'en fait, les premières images, c'est tout simplement un compteur Gégère. On traçait comme ça une grille. Enfin, quand je dis on, j'étais pas encore né au moins à la médecine. Mais les pionniers traçaient une grille et ils essayaient d'avoir un collimateur qui permettait d'avoir une mesure de la radioactivité point par point. Dans le même temps, on mesurait et on traçait une cartographie. Bien entendu, après on a utilisé des pinholes, c'est-à-dire un collimateur à trous très fins, et on a pu faire l'image comme ça, en balayant sur la thyroïde. Et donc, en fait, on a une mesure quantitative qui est représentée sur une image. Donc, bien entendu, on pourrait représenter la radioactivité point par point. Chaque point qu'on mesure, on met la radioactivité, on la note. Et voilà une image complètement numérique. Bien sûr, on ne va pas pouvoir l'interpréter, donc il va y avoir une transformation numérique analogique, conversion, et donc là, vous allez pouvoir détecter qu'il y a des zones particulièrement radioactives. Alors là, c'est dû au volume, mais enfin, vous pourrez regarder s'il y a une hypofixation ou une hyperfixation. Et donc, vous avez vraiment une image numérique. Mais à partir de là, il y a la révolution informatique qui va entraîner l'imagerie médicale et qui va produire elle-même une révolution dans l'imagerie médicale. Alors, cette imagerie numérique nous oblige à concevoir de manière totalement différente l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, on va dire qu'à chaque fois que vous avez la possibilité de mesurer un paramètre quelconque, physique, chimique, ce que vous voulez, vous mesurez un paramètre à distance à l'intérieur du corps, mais c'est une mesure localisée, eh bien vous avez une image numérique, vous avez une image médicale. Alors maintenant, je peux vous dire qu'on en compte de plusieurs dizaines. En IRM, j'ai compté une cinquantaine. Mais du coup, l'imagerie numérique prend la forme suivante. Supposez un organe. Ici, je représente une tranche de cerveau. On va, bien entendu, échantillonner, si on passe dans le numérique. Donc on imagine qu'on va appliquer une grille, et la grille va définir des éléments de volume. Et l'image médicale, la méthode d'imagerie médicale, va consister à mesurer un paramètre dans chacun des éléments de volume ainsi définis. Bien entendu, elle est numérique, donc ça veut dire que le capteur, quel qu'il soit, va transformer sa mesure en nombre, et ce nombre va être stocké dans une mémoire informatique. Si on s'arrête là, ben voilà ce qu'on a. Donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Une image numérique, c'est une matrice de nombres. Et bien entendu, il va falloir les représenter. Et donc, vous allez devoir transformer ces nombres en images analogiques. Vous faites cette fois une conversion numérique analogique, c'est-à-dire vous allez employer généralement une échelle de grille de manière à représenter chaque nombre par un niveau de grille d'autant plus clair en général. Après, vous faites ce que vous voulez avec les échelles de grille ou de couleur, mais en général, ce qu'on aime bien interpréter sur des images anatomiques, c'est des niveaux de grille dans lesquels plus le nombre est élevé, plus le pixel, plus l'élément d'image va être clair. Alors, juste une petite définition, j'ai employé le mot trop tôt, mais ceci
représente un nombre de l'acquisition. Donc, en anglais, ça va être un picture element, qui, contracté, va devenir le pixel. Donc, bien entendu, on va traiter dans l'image numérique des pixels. Tous les gens qui font de l'imagerie numérique parlent de pixels, mais l'imagerie médicale a une notion en plus, c'est-à-dire que pour nous, le pixel ne représente pas un élément de surface, mais un élément de volume. Donc on l'a appelé le voxel. C'est-à-dire que sur une image, on voit une représentation des voxels. Chaque voxel va nous donner une mesure physique, et chaque mesure physique va nous donner un pixel. Bien entendu, quand on va faire l'ensemble des pixels en gardant l'ordre dans lequel ils ont été acquis, d'où l'importance de faire une mesure localisée, on va faire une cartographie du paramètre. Et donc, voilà ce que ça va donner. Alors, bien entendu, là, vous voyez que pourquoi la révolution informatique va être nécessaire, parce que si, avec un tout petit ordinateur, les tout premiers temps, on fait une image 16-16, ensuite, on va faire une 32-32, une 64-64, 128-128. Quand on est à 256-256, on commence à être sérieux et à pouvoir faire des diagnostics. Et là, on est vraiment dans la pratique clinique. Donc voilà un peu en quoi la révolution informatique, on va le voir aussi par la méthode d'acquisition, a tiré l'imagerie médicale. Alors du coup, on a, si on fait une datation des méthodes, je parle des méthodes d'imagerie médicale, je parlerai à la fin des recherches. Il y a d'autres paramètres qui sont utilisés, mais là, je parle des méthodes qui sont utilisées en pratique hospitalière. C'est-à-dire, quand vous êtes malade, on vous fait un certain nombre d'examens. L'imagerie médicale contient toute une batterie. Alors, les premiers, à tout seigneur, tout honneur, les rayons X. Donc, les rayons X apparaissent en 1895. Bien entendu, aucune des méthodes que je décris n'a été abandonnée depuis son invention. Donc, les rayons X, on en fait toujours très largement. Les deux méthodes qui apparaissent pratiquement simultanément, je dirais en sortie de guerre, en sortie de Seconde Guerre mondiale, on le comprend très bien pour les ultrasons, puisque c'est jamais qu'une reproduction du sonar, et donc mais sur le corps. Et puis le nucléaire, c'était quand même plutôt avant-guerre l'invention par Frédéric Joliot de la radioactivité artificielle, qui a permis de marquer différentes molécules. Et il y a dans l'hôpital d'Orsay un service, donc où est mon labo, le service hospitalier Frédéric Joliot, qui était un service qui a été voulu par Frédéric Joliot parce qu'il avait bien en tête que la radioactivité artificielle allait pouvoir être appliquée en médecine. Et il avait en particulier un élève qui s'est montré particulièrement prolifique dans ce domaine, puisque c'était Maurice Tubiana, qui était professeur à Gustave Roussy, ici à l'Université Paris-Sud. Voilà donc nucléaire et ultrasons qui apparaissent entre les années 50 et 60. Alors là, j'ai été beaucoup plus vague, parce que contrairement aux rayons X, ce n'est pas du jour au lendemain. Si vous voyez la première image échographique, vous dites non, c'est pas... On met quelqu'un dans une bassine, dans une baignoire, parce que l'air arrête les ultrasons, et donc on essaye de faire des échos, mais vous voyez, donc ça a été beaucoup plus progressif, et ça n'a pas été dans les hôpitaux du jour au lendemain. Donc nucléaire, ultrasons. Et puis 1970, révolution informatique, le premier microprocesseur 72, je crois. Enfin, vous voyez, on est carrément dans le début de la révolution informatique. Et je dirais que les deux autres méthodes en sont directement issues. C'est en particulier la tomodensitométrie, que vous connaissez peut-être mieux sous le terme scanner X. Donc depuis qu'on a l'IRM, on a l'habitude de dire TDM. Donc tomodensitométrie, on va l'expliquer un peu plus avant. Alors vous voyez, je l'ai fait partir de là, de la révolution informatique. En réalité, l'invention, c'est 1963. Mais on n'a jamais vu d'image en 1963. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Ça veut dire que Cormac, en Afrique du Sud, avait trouvé une méthode en tournant autour d'un objet pour reconstruire l'image à l'intérieur à partir de ces projections multiples. Mais il a fallu un ingénieur qui voit la méthode et qui s'adresse aux bons financeurs. Alors, je vous raconte les petites anecdotes de l'imagerie, mais le scanner à rayons X a été inventé par Hounsfield, qui allait voir la firme EMI, qui n'était pas une firme d'imagerie médicale, mais une firme de disques, qui a fait une fortune colossale avec les Beatles, juste avant, et qui voulait investir. Donc il voit un type un peu fou qui veut réaliser un truc qui a été publié, bon ok. Et c'est comme ça que Hounsfield a eu les moyens pour construire son scanner.
à partir d'une méthode qui a été inventée en 1963, mais qui a eu les moyens informatiques de sa réalisation à partir de 1970. C'est la première image scanner qui est publiée, c'est 1972. Et puis l'IRM. L'IRM aussi est une méthode qui est impossible sans le numérique, parce qu'on n'acquiert pas l'image elle-même, mais on acquiert sa transformée de Fourier. Donc, nécessairement, derrière, il va falloir faire une transformation de Fourier. Je sais qu'on peut la faire optiquement, mais ça tient un peu de la démonstration. En réalité, un appareil d'IRM nécessite un ordinateur. Donc voilà ici les deux méthodes qui sont nées de cette révolution numérique. Bien entendu, toutes les méthodes ont bénéficié du numérique et maintenant, on n'acquiert plus d'images en médecine autrement qu'en numérique, même si on doit les numériser, les anciennes. Voilà. Alors, on va regarder maintenant, à la lumière de ce qu'est une image numérique, ces différentes méthodes. Qu'est-ce que c'est qu'une image numérique? Donc, c'est la capacité de mesurer un paramètre de manière localisée. Donc, maintenant, les méthodes, c'est simplement quel paramètre mesure-t-on? Alors, la première méthode, à tout seigneur, tout honneur, la radiographie planaire. Elle consiste à mesurer le coefficient d'atténuation des rayons X. Et vous le savez sûrement, ce coefficient des rayons X, il est lié à la densité électronique des tissus. C'est-à-dire qu'un rayonnement X va passer dans la matière et va rencontrer un certain nuage d'électrons. Plus la matière, plus le nuage d'électrons est dense, plus ils vont être arrêtés. Et plus le milieu va être absorbant, donc va arrêter les rayons X. Donc, c'est là, évidemment, on a fait des progrès depuis la main de Madame Röntgen, mais le principe est toujours le même. Les tissus mous sont principalement composés d'eau, donc faible densité électronique, et puis les os sont formés de calcium essentiellement, donc beaucoup plus forte densité électronique, dans laquelle les rayons X sont arrêtés. Et on va voir la différence ici, exposé aux rayons X et moins exposé aux rayons X. La méthode de mesure, elle est ultra simple. Alors là, on ne va pas passer des heures. Il suffit de faire une image projetée. On peut le faire avec la lumière. Là, on va le faire avec les rayons X, ce qui fait qu'on va voir l'intérieur. Et puis le contraste dépend de la densité des tissus aux rayons X. Les avantages. Mise en œuvre simple. Le dépistage, vous avez tous eu du dépistage radiopulmonaire. C'est la première chose qu'on va faire parce que c'est extrêmement simple. Matériel relativement peu coûteux, répandu, excellent contraste entre calcium, c'est-à-dire l'os, l'eau et l'air. Voilà, de l'eau, voilà du calcium, ici les côtes, et voilà de l'air à l'intérieur des poumons. Mais ça veut dire aussi inconvénient, faible contraste entre les tissus mous. Parce que là, vous avez le cœur, vous avez l'œsophage, vous avez... Alors, la trachée, vous la voyez, puisqu'elle contient de l'air. Mais les ganglions, etc., vous ne voyez rien d'autre parmi les tissus mous parce qu'ils sont tous à peu près le même coefficient d'atténuation. Superposition des structures ne va pas arranger les choses parce que, évidemment, c'est pour ça qu'on dit planaire, vous projetez tout sur un seul plan, donc vous moyennez le coefficient d'atténuation et vous voyez d'autant moins bien la différence entre les tissus. Et puis, utilisation de rayonnement ionisant, quand on voit le médecin en train de regarder la poitrine, à l'époque, ils ne savaient pas du tout les dangers qui couraient, mais quand il y a eu une épidémie de radiodermite et de leucémie chez les médecins, ils ont très très vite compris qu'on ne pouvait pas envoyer des rayons X comme ça sans se protéger. Donc le rayonnement ionisant, ça reste évidemment un problème, et il y a des normes, il y a des consignes Euratom qui disent que si on peut faire la même chose sans rayonnement ionisant, on a l'obligation de faire autrement. Alors, toujours des rayons X. Deuxième modalité, la tomodensitométrie. Donc vous voyez que ce n'est pas l'ordre chronologique, mais puisqu'on est dans les rayons X, continuons, parce que le paramètre mesuré, c'est le même, coefficient d'atténuation des rayons X lié à la densité des tissus. La méthode de mesure est très différente, car au lieu d'envoyer les rayons X sur un volume, on va les envoyer sur une tranche. On va simplement examiner une tranche. Avec des collimateurs, on focalise, on limite en fait... collimate, si j'ose dire, les rayons X en une tranche de 1, 2 ou 3 mm. Et puis, on va faire tourner le tube, ce qui fait que chaque position va nous donner une projection de la coupe considérée. Et la reconstruction fait appel à des rétroprojections, c'est-à-dire que si un objet donne ceci sur une incidence, ceci sur une autre, ceci sur une troisième,
eh bien, en recopiant l'objet parallèlement à lui-même, la projection parallèlement à elle-même, eh bien, on va voir qu'il va y avoir des recoupements à ce niveau. Donc ça, c'est la première étape, c'est les rétroprojections, et ensuite, il faut un filtrage. Donc vous voyez, il y a des calculs assez complexes à effectuer, et donc voilà pourquoi ça n'a pas pu être réalisé en 1963, mais à cette époque-là. Donc voilà, d'ailleurs, aux États-Unis, le scanner, alors scanner, bon, c'est un terme tout venant, hein. Si vous êtes dans un supermarché, vous avez un scanner pour les étiquettes, vous avez des scanners partout, c'est un balayage, hein. Mais celui-ci s'appelle un CT scanner aux États-Unis, ça veut dire Computed Tomography. Ça veut dire pour eux, scanner X, c'est pas tellement X, parce que X, c'est les radios, mais c'est computed. C'est la première fois qu'on va calculer une image et que l'image n'existe qu'après le calcul. Elle n'existe pas avant le calcul. On peut numériser une image, mais celle-là, elle n'est pas numérisée. Elle est issue du calcul. Donc c'est pourquoi c'est CT scanner en anglais, en Amérique. Alors on va acquérir des projections sous des angles multiples et on va reconstruire par rétroprojection filtrée, ce qui est un algorithme le plus simple de reconstruction. Les avantages, c'est la première méthode tomographique vraie. Alors tomographie, ça veut dire faire l'image graphique, hein, écrire une coupe, tomos, donc c'est la coupe. Donc c'est la première méthode tomographique vraie, une rapidité d'acquisition. Alors, pas la première, hein, Unsilt faisait une coupe en 1 minute. Maintenant, on fait 32 coupes en 1/4 de seconde. Hein, donc, et puis avec la coupe spiralée, on vous découpe un bonhomme en une trentaine de secondes. On a la découpe en millimètres des pieds à la tête. Hein, donc maintenant, on a vraiment quelque chose d'extrêmement rapide. Excellent contraste, toujours calcium OR, mais faible contraste entre tissu mou, ça reste. Ceci dit, il n'y a plus la superposition. On est vraiment sur une coupe. Donc voilà, ici on a quand même résolu l'anatomie et on peut injecter des produits de contraste. Ici par exemple, vous voyez de l'iode qui va être éliminé par la corticale rénale, donc par la couche supérieure du rein. Et vous voyez apparaître l'iode qui va vous donner un contraste identique à celui de l'os. Donc voilà ici l'utilisation de produits de contraste. Toujours l'inconvénient majeur, utilisation de rayonnement ionisant. Et si on en utilise moins en scanner X qu'en radioscopie, mais rassurez-vous, on ne fait plus de radioscopie directe, mais en irradiation, on est supérieur à la radiographie, au cliché radiographique simple, et un scanner rayons X donne quand même une irradiation qui est assez importante. Voilà, apport des scanners, alors multibarrettes, hein, c'est pour les techniques. C'est juste pour vous dire que, effectivement, vous voyez ici qu'on a une coupe, mais en réalité, quand vous arrivez à couper le sujet en coupe fine sur la totalité du volume, bien après, vous avez l'ordinateur derrière qui va vous reconstruire toutes les coupes. C'est-à-dire que le scanner, la tomodensitométrie, c'est effectivement une méthode tomographique qui représente que des coupes, mais quand vous avez fait toutes les coupes de cette manière, eh bien, vous allez les superposer, les reconstruire dans tous les sens. Donc on peut dire maintenant que le TDM est tridimensionnel. Il n'était pas de base. La méthode d'acquisition est coupe par coupe, mais ça va tellement vite que maintenant on reconstruit dans toutes les dimensions. Bien, voilà pour les rayons X. Vous voyez que ça fait déjà un beau chapitre. Et là, vous avez déjà une gamme d'examens assez considérable. On passe ensuite à l'imagerie nucléaire. L'imagerie nucléaire va consister à injecter des produits radioactifs, des molécules radioactives tracées. Hein, et donc on va mesurer l'activité d'un traceur émetteur gamma qu'on aura injecté. Injecté ou administré, hein, excusez-moi, on peut le faire absorber de manière orale pour certains. La signification de l'image, alors là, elle est extrêmement différente selon le traceur. Ce n'est plus la méthode de mesure qui fait la signification de l'image, c'est la molécule utilisée. On va en voir un exemple. La méthode de mesure, c'est pas simple parce qu'on ne focalise pas les rayons gamma, d'accord, pas plus que les rayons X. Donc si on a des organes qui ont fixé la radioactivité, si on veut avoir leur image, on ne pourra pas mettre une lentille, mais il va falloir mettre un collimateur, ce qui est très dommage. Le collimateur, il va être formé de lames de plomb parallèles. Et bien entendu, tout ce qui part de travers va être éliminé. Et donc finalement, on va projeter sur les détecteurs photomultiplicateurs ici, on va projeter le rayonnement. Donc on va forcément avoir sur les photomultiplicateurs
la forme de la radioactivité et on va pouvoir recalculer en fonction de ce que reçoit chaque photomultiplicateur le point où se trouvait l'émission. Alors, vous allez voir qu'automatiquement, la résolution spatiale est très limitée. Pourquoi ? Parce que la meilleure résolution, c'est celle que vous avez entre deux septa. Donc, si vous mettez un tous les millimètres, vous n'avez plus rien. Alors là, il faudra injecter des quantités très grandes de radioactivité. Donc ça, on va éviter. Et on va plutôt mettre des quantités raisonnables et on va prendre des septa de l'ordre de 5 ou 10 millimètres. Donc la résolution en médecine nucléaire, elle va être de 5 à 10 millimètres, limitée par la méthode elle-même. Et puis, en appliquant le principe de Cormack de tout à l'heure, on peut tourner autour du patient. Regardez ce que donne la scintigraphie, qui est une projection sur l'ensemble de projections, et reconstruire en 3 dimensions. Donc on a aussi une méthode qui peut être tridimensionnelle. Alors, les avantages, ça informe sur la fonction des organes, c'est une image fonctionnelle, et on a la possibilité d'explorer différentes fonctions par l'utilisation de multiples traceurs. Voilà ici 2 scintigraphies qui sont faites avec le même appareil chez le même patient, qui n'ont pas du tout la même signification. Ici, on a fait respirer un gaz radioactif. Donc ce qu'on voit ici, c'est la répartition du gaz dans les poumons. Vous voyez qu'ils sont normaux. Le gaz va se répartir normalement dans l'ensemble des poumons. Ici, on a injecté au patient des microsphères, alors micro, qui vont se bloquer dans les capillaires. Et ce sont des microsphères marquées. Donc on les injecte, ça veut dire qu'elles vont aller complètement rendre radioactif l'ensemble de l'arbre vasculaire pulmonaire. Donc ce qu'on voit ici, c'est la perfusion, c'est-à-dire la quantité de sang qui arrive dans chaque partie du poumon. Et vous voyez ici que ces parties qui sont normalement ventilées, elles ne sont pas perfusées, elles ne reçoivent pas de sang. Donc ça, c'est exactement le diagnostic d'une embolie pulmonaire. Ça veut dire qu'un caillot, quelque part, même une volée de caillots, dans le cas présent, en partie probablement de phlébite, ou d'arythmie ou de différentes pathologies, eh bien, une flopée de caillots va aller boucher un certain nombre d'artères, et on va retrouver ici des lacunes sur l'image de perfusion, mais pas sur l'image de ventilation. C'est la signature d'une embolie pulmonaire. Donc vous voyez ici que c'est bien la molécule injectée qui détermine la signification de l'image. Les inconvénients, c'est que la résolution spatiale est faible. Vous voyez, les radiologues ne se contenteraient pas d'une image des poumons de cette manière. Vous avez vu que la résolution est bien meilleure sur une radiographie ou sur un scanner. Peu de traceurs disponibles. Il ne faut pas des traceurs qui durent des siècles, parce qu'on va pouvoir en injecter des quantités extrêmement faibles, donc ça va donner des désintégrations extrêmement faibles. Et puis, toujours, utilisation de rayonnement ionisant, même ordre que la TDM, donc on a quand même à limiter le nombre d'examens. Deuxième méthode d'imagerie nucléaire, vous voyez, 2 pour les rayons X, 2 pour les nucléaires. Cette fois, vous allez employer des rayonnements bêta plus, donc des positons, des anti-électrons. Et on sait que chaque bêta plus, chaque anti-électron va rencontrer un électron, va s'annihiler et va émettre 2 photons en coïncidence, 2 photons gamma en coïncidence, de 511 keV, c'est-à-dire la moitié, la masse de l'énergie correspondant à la masse d'un électron. Donc, à chaque fois qu'un électron bêta, qu'un bêta plus va être émis en un point du cerveau, immédiatement la désintégration va se produire et il va y avoir 2 photons émis en opposition à 180 degrés. Ce qui veut dire que si vous mettez des détecteurs en coïncidence qui vont détecter uniquement les rayonnements qui arrivent en coïncidence, vous allez savoir que sur cette ligne-là, s'est produit une désintégration. Et si vous regardez toutes les lignes comme ça, comme ceci, vous avez un ensemble de projections. Donc là encore, vous allez avoir une méthode qui utilise l'algorithme de Cormack, c'est-à-dire reconstruction par rétroprojection à partir de projections multiples. Donc la méthode de mesure, c'est une détection en coïncidence des photons gamma émis lors de la désintégration des bêta+, et une reconstruction par rétroprojection, comme le scanner X. Les avantages, on a la possibilité d'utiliser plusieurs atomes permettant de marquer un très grand nombre de molécules physiologiques ou pharmaceutiques, c'est-à-dire qu'en médecine nucléaire, on va utiliser principalement le technétium 99M. D'accord ? Ça veut dire qu'il est métastable, donc il a une durée de vie d'une période de 6 heures
Donc quand on l'injecte, 6 heures après, on a la moitié, 12 heures après, le quart, plus la période biologique. Donc on irradie peu avec le technétium 99M. Il émet juste dans la bonne gamme, donc on va essayer de le coller à des molécules, mais évidemment, ce n'est pas très physiologique. Quand vous utilisez les émetteurs positons, vous avez le carbone 11, vous avez l'oxygène 15, vous avez un tas d'émetteurs qui sont des molécules organiques à très courte période. Et si vous avez la chaîne de chimie sur place, vous irradiez votre cible, vous fournissez le carbone, vous avez la chaîne de chimie derrière, le plus automatisée possible, et vous injectez votre produit avec des activités assez importantes, enfin, puisque la période est très courte. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire des images. Alors du coup, on va pouvoir marquer, par exemple, le fluorodopa, qui est le traitement de Parkinson, et on s'aperçoit que lorsque la maladie évolue, les récepteurs sont de moins en moins nombreux, et du coup, la fixation au cours de l'évolution de la maladie va se faire de moindre. Donc vous voyez, on a des études physiologiques vraies. Vraiment, là, on regarde ce que deviennent les molécules à l'intérieur du corps. Et puis, une invention qui a fait littéralement exploser la méthode, c'est-à-dire que quand on avait ça, il n'y avait que des centres de recherche, hein, c'était un outil de recherche, et puis on s'est aperçu qu'en injectant du glucose, du déoxyglucose marqué au fluor 18, qui est émetteur de positons, eh bien, on avait la possibilité de voir les tumeurs en activité. Pourquoi ? Fluorodéoxyglucose, c'est du glucose, mais qui a été manipulé chimiquement. Ça veut dire qu'il entre dans la cellule exactement comme le glucose, il prend les mêmes voies, mais une fois qu'il est dans la cellule, il ne peut pas être transformé, donc il s'accumule. Or, les cellules tumorales ont un métabolisme très accéléré. Ça veut dire qu'ils vont capter tout le glucose qu'elles peuvent, les cellules tumorales. Et donc, nécessairement, partout où vous avez des métastases, partout où vous avez des cellules tumorales, vous allez avoir un marquage de cette manière. Bien entendu, on est encore en tridimensionnel. Et donc, là, vous voyez parfaitement la répartition des métastases. Alors, c'est une méthode extrêmement importante parce que, habituellement, comment on trouve une métastase ? En la cherchant. Quelqu'un qui a une tumeur du sein ou de la prostate se plaint d'une douleur là, on va aller faire une radio, on va s'apercevoir qu'il y a une métastase sur une côte. Mais il faut avoir un signe. Ici, on n'a pas besoin de signe, puisqu'on fait une injection, l'ensemble des métastases, l'ensemble des tumeurs va être marqué. Et dans ces conditions, on a un bilan extrêmement rapide des tumeurs. Donc c'est ce qui a imposé cette méthode dans les hôpitaux. Et maintenant, on commence à essayer d'avoir des produits qui sont plus spécifiques et pour avoir ce genre d'image avec, cette fois, en caractérisant les tumeurs ou autre chose. Mais donc, la méthode, maintenant, se trouve dans les hôpitaux. Voilà pour le nucléaire. Donc, deux méthodes, là encore. Imagerie, la scintigraphie par rayon gamma, et la TEP, la tomographie d'émission de positons, qui utilise les bêta+. On change de domaine, on quitte l'électromagnétique, on quitte les photons, le rayonnement électromagnétique, et on aborde l'imagerie ultrasonore. Alors, c'est peut-être la plus difficile, c'est une des dernières qui s'est numérisée, et c'est peut-être la plus difficile à caractériser, parce que le paramètre qu'on mesure, c'est un paramètre un peu inventé en médecine, c'est l'écogénicité. Alors comment on peut la définir ? Vous savez qu'une image échographique, c'est le principe du sonar. Vous envoyez un faisceau ultrasonore et vous mesurez chaque écho que vous recevez. Et ensuite, quand vous reportez ces échos, vous avez tout à fait la répartition des interfaces. Bien entendu, à chaque fois que vous avez des échos, eh bien, vous avez quelque chose qui va être plus dense, plus intense. Mais il faut qu'il y ait des interfaces. Si une matière est particulièrement dense, peu importe, la réflexion va se faire à l'entrée et à la sortie. Et donc, vous avez ici un exemple de ce que peut être l'écogénicité. Voilà un kyste avec une membrane à l'intérieur, mais qui est fait d'un liquide parfaitement homogène. Ça peut être de l'eau, ça peut être du sérum, enfin, liquide physiologique, mais parfaitement homogène. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'écho en dehors de la membrane et en dehors des extrémités. Voilà un kyste hémorragique. Un kyste hémorragique, il est plein de globules rouges au départ, et puis ensuite de microcaillots, et tout ça renvoie des échos. Donc le kyste va être beaucoup plus échogène que celui-ci.
Donc c'est ça qu'on mesure par l'échogénicité, combien d'échos on reçoit d'un élément de volume. Et quand on va le représenter sur une image, eh bien on va pouvoir reconstruire, à partir des interfaces en tournant autour du patient, on va pouvoir reconstruire ceci. Alors, méthode d'envoi d'impulsion ultrasonique, sonore. Le délai entre l'émission de l'impulsion et la réception de l'écho fournit la distance de l'interface. Les avantages, innocuité totale, d'où l'utilisation pour examiner le fœtus, c'est l'examen de choix pour la femme enceinte. Coût relativement faible, simplicité de mise en œuvre, résultat en temps réel. Inconvénient, image précise, mais l'interprétation nécessite une habitude. Vous avez vu tout à l'heure le kyste, il faut être celui qui a fait l'examen pour dire je l'ai vu ici, la manière dont vous allez tourner autour va vous montrer différentes choses. Donc c'est presque une auscultation en direct. Néanmoins, les méthodes sont de plus en plus précises, et quand vous regardez maintenant l'échographie 3D d'un fœtus, c'est vraiment assez spectaculaire. Donc j'ai envie de dire que maintenant, de plus en plus, cette méthode devient précise. L'air et l'os. Alors, un autre inconvénient, c'est que l'air et l'os sont des obstacles au passage des ultrasons. Donc, si vous voulez examiner le cœur, vous avez les poumons qui empêchent, vous avez les côtes qui empêchent, et vous avez ce qu'on appelle une fenêtre échographique. C'est-à-dire que vous allez passer dans l'espace entre poumons, deux côtes et le sternum pour aller envoyer votre rayon sur le cœur. Donc voilà un peu la méthode. Bien entendu, c'est une méthode qui est en développement dans la mesure où elle est irremplaçable chaque fois qu'on ne veut pas utiliser de rayonnement ionisant ou qu'on veut voir un peu les formes de ça. Voilà. L'imagerie par résonance magnétique, last but not least, puisque c'est celle qui m'a fourni mon sujet de recherche pendant quelques années. Et donc, c'est peut-être la plus complexe à définir, mais pour ceux qui connaissent la RMN, voilà, c'est de la RMN voxel par voxel, donc élément de volume par élément de volume. Donc, on va partir de l'aimantation des noyaux d'hydrogène, c'est l'IRM du proton qu'on fait très généralement, en tout cas dans la pratique médicale la plus courante. Et chaque noyau d'hydrogène a, si je veux simplifier, à l'extrême, un pôle nord, un pôle sud. Donc on va le représenter comme des aiguilles de boussole qui, en l'absence de champ magnétique, pointent dans n'importe quelle direction. Donc évidemment, il n'y a pas d'aimantation dans l'eau. Mais si on place le récipient dans un champ magnétique généralement intense, et plus il est intense, plus on fera de belles images parce que plus l'aimantation devient importante, eh bien, on va avoir une somme de l'aimantation, les spins des protons vont avoir tendance à s'aligner. Quand je dis tendance, c'est pour tenir de l'aspect probabiliste de la physique quantique, mais vont avoir tendance à s'aligner au champ magnétique. Et au total, quand on fait la somme, on va avoir une composante nette. Et bien entendu, on va avoir aussi une aimantation dans chaque élément de volume du corps humain. Donc l'imagerie RMN commence par l'introduction du patient dans un champ magnétique généralement très intense. Le minimum maintenant, c'est 1 Tesla. 1 Tesla, c'est 20 000 fois le champ terrestre. Donc on est au minimum dans 1 Tesla et on va basculer l'aimantation ici au moyen d'une onde radiofréquence. Et cette onde radiofréquence, du moment que c'est une résonance, du moment qu'elle est à la bonne fréquence, l'aimantation bascule. Alors il faut imaginer qu'elle va basculer dans chaque élément de volume. Et ensuite, en remontant, elle va précesser autour du champ magnétique, c'est-à-dire qu'elle tourne autour du champ magnétique. Et donc, si on transforme la bobine d'émettrice en réceptrice, on va recevoir le flux induit par l'aimantation qui tourne devant. Donc, ça veut dire qu'on va détecter un signal. Et ce signal, on va être capable de le localiser. Alors, la localisation est particulière. Vous savez que les radiofréquences, c'est pas localisable, puisque leur longueur d'onde, c'est 3 mètres, typiquement. Les ondes qu'on utilise, c'est 3 mètres. Donc, on ne va pas les localiser elles-mêmes à mieux que 3 mètres. Par contre, la fréquence de résonance, la fréquence à laquelle l'aimantation précesse, est proportionnelle à l'intensité du champ magnétique. Ça veut dire qu'on va établir des gradients de champ magnétique. On va faire varier le champ magnétique linéairement dans des directions précises. Et à ce moment-là, la fréquence va être proportionnelle à la distance. Donc quand vous faites le spectre de l'image, vous avez la gamme de fréquences, et donc ça représente l'espace, puisque vous avez cette proportion. C'est pour ça que vous acquérez... En fait, il faut une transformation de Fourier pour faire l'image, pour débrouiller les fréquences. Et donc, ce que vous acquérez, c'est la transformée de Fourier de votre image. Excusez-moi, méthode de mesure, donc ça va, j'en ai assez parlé. Les avantages. Alors,
il y a un excellent contraste, cette fois, entre tissu mou. Alors là, quand les radiologues ont vu apparaître cette méthode, c'était sidérant. On est carrément dans la photographie. Vous photographiez en noir et blanc une coupe sur cadavre, vous obtenez la même chose. Donc ça donne à cette méthode une place en anatomie tout à fait privilégiée. Qui plus est, on ne se contente pas de mesurer l'aimantation. On mesure aussi le temps de repousse de l'aimantation après une impulsion, ce qu'on appelle le T1. Et on mesure aussi le temps caractéristique de disparition du signal, qu'on appelle le T2. Donc un examen de base en IRM se fait en 3 images. Contraste en densité de protons qui mesure la quantité de protons libres dans chaque voxel. Contraste en T1 qui mesure la relaxation longitudinale. Et contraste en T2 qui mesure la relaxation transversale. Donc multiplicité des contrastes. Et avec ça, on arrive à avoir une sémiologie, c'est-à-dire une étude des signes des pathologies extrêmement riche qui va nous permettre d'être beaucoup plus spécifiques, d'être beaucoup plus précis dans notre diagnostic. Alors, les inconvénients, il faut les voir. Alors, multiplicité des paramètres, innocuité. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a eu des morts autrefois, parce que quand on met quelqu'un dans un champ magnétique de 1 ou 2 Tesla et qu'on a une clé à molette qui entre par hasard dans la pièce, c'est carrément mortel. Ce n'était pas des clés à molette en général, parce qu'on était prévenu, mais quelqu'un qui rentre avec un obus d'oxygène, parce qu'un malade est en réanimation, c'est arrivé. Où les malades ont eu des clips, quand ils ont eu une chirurgie, on leur a mis des clips, et le clip se déplace dans le champ magnétique. Donc je dirais, les morts, c'est ça, c'est le champ magnétique très intense. Donc maintenant, on connaît exactement ce qu'il faut faire, et je dirais qu'un mort ou un inconvénient comme ça dans un appareil d'IRM maintenant, c'est une faute médicale. Donc on n'en a plus. OK. Par contre, les rayonnements électromagnétiques qu'on utilise, c'est des puissances assez fortes, mais sur des durées extrêmement courtes, et avec des transferts d'énergie extrêmement faibles dans un domaine qui n'est absolument pas ionisant. On est autour de 40-60 MHz. Donc vous voyez que l'innocuité, elle est réelle. Inconvénient, grande sensibilité au mouvement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... je dirais, en scanner, on va tellement vite qu'on va dire bloquer la respiration, et puis hop, on est passé. Là, on va avoir des acquisitions qui vont durer plusieurs minutes. On ne peut pas bloquer la respiration. Grande sensibilité au mouvement, durée d'acquisition relativement longue, coût relativement élevé. Alors ça, c'est un peu moins vrai quand même. On a fait des progrès assez fantastiques. Le coût reste relativement élevé. C'est complètement lié. Si vous faites ce qui coûte dans un examen, c'est le personnel. Donc si vous faites 30 examens dans la journée, ça coûte 3 fois moins cher que si vous en faites 10. Donc à partir du moment où vous faites beaucoup moins d'IRM que vous faites de scanner, je vous ai dit qu'on découpe un bonhomme entier en 1 minute, vous faites défiler toutes les minutes. En IRM, vous ne pouvez pas mettre moins de 20 minutes, une demi-heure pour un examen. Donc le coût est relativement élevé. Les appareils sont donc beaucoup moins nombreux qu'en TDM. Et il faut dire que parfois on fait des TDM parce que c'est obtenu plus vite, même si une IRM donnerait mieux. Alors, voilà un peu le survol des méthodes d'imagerie médicale, et je voudrais aller un peu plus loin et vous dire qu'on a atteint un point où les paramètres qu'on est capable de mesurer sont tellement nombreux qu'il y a parfois des recoupements. Par exemple, si je veux mesurer la vitesse du sang dans les vaisseaux, lorsque je fais une échographie, je peux utiliser l'effet Doppler. Pour les non-physiciens, si le sang s'éloigne, il dilate les fréquences. Si le son se rapproche, il va compresser les ondes, et donc la fréquence apparente va être plus importante quand le sang se rapproche. Donc on va représenter par des couleurs les différentes vitesses, et on a ce qu'on appelle un Doppler couleur dans lequel on va avoir les vitesses. En IRM, c'est un peu plus complexe à expliquer, mais je vais pas l'expliquer complètement. Mais si au lieu de regarder l'intensité de l'aimantation, on regarde sa phase, après transformation de Fourier, eh bien la phase est proportionnelle à la vitesse, et donc on peut aussi obtenir des images de vitesse en IRM. Donc vous voyez que finalement, on n'est plus à dire, ben voilà, on va faire tel examen pour trouver ça, on veut mesurer tel paramètre, quelle est la meilleure méthode pour le mesurer. Par exemple, pour l'étude des fonctions cérébrales, ici, vous avez en tomographie d'émission de positons, vous pouvez injecter du glucose marqué, au carbone 11,
Et à ce moment-là, vous allez voir que les zones qui sont activées, ici c'est la première expérience qui a été faite, quand on met des lumières devant les yeux, étant donné que la vision se trouve dans le cortex occipital, eh bien on va voir le glucose qui va se fixer dans le cortex occipital, et donc on va savoir que c'est là que se produit l'activation. Donc on peut faire une cartographie des fonctions. Eh bien en IRM, ça c'est une vieille photo mais elle est historique, c'est la première fois qu'on a pu montrer qu'en IRM, lorsqu'on active une partie du cerveau, l'arrivée de sang oxygéné va changer le contraste. La désoxyhémoglobine est paramagnétique alors que l'oxyhémoglobine est diamagnétique. Donc ça va se comporter en produit de contraste et on va être capable, en mesurant le contraste entre je mets une lumière et j'éteins la lumière, on va être capable de voir la différence et de voir qu'elle est dans les lobes occipitaux. Donc là encore, on peut observer le fonctionnement du cerveau, que ce soit par tomographie d'émission de positons ou en IRMF. Donc vous voyez qu'on a en plus des recoupements sur les paramètres qu'on peut mesurer. Alors si je regarde pour terminer les voies de recherche en imagerie médicale, l'imagerie, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Deux choses, ça tient en deux mots, mieux et plus. D'accord? Donc toutes les recherches en imagerie médicale, c'est soit pour voir mieux, soit pour voir plus. Voir mieux. Voir mieux, ça peut être amélioration des caractéristiques intrinsèques de l'image. Ça peut être la résolution spatiale, le rapport signal sur bruit, le contraste. Et par exemple, ça m'amuse toujours de raconter aussi l'anecdote, on avait un stagiaire d'électronique dans le labo chez Michel Sauzade. Et puis, 5 ans après, donc il fait son stage très bien, 5 ans après, il revient, il dit « Je suis chez L'Oréal, on a vu que vous faites des images par IRM, on aimerait bien, ça c'est très beau, mais nous on voudrait le premier millimètre là. » Voilà, et ça ne se faisait pas. Donc les équipes de l'Institut d'électronique fondamentale ont construit l'électronique et les instruments qu'il fallait pour augmenter les gradients, de manière à obtenir ces images qui sont maintenant de l'ordre de 20 microns de résolution spatiale. Et là, il a été très satisfait. Donc vous voyez qu'on a ici un défi qui a été posé. On voit mieux, incontestablement, le premier millimètre, et on a trouvé les méthodes pour le faire. Donc voilà une des voies d'imagerie. Alors ça ouvre la voie à toute l'imagerie préclinique. Donc cette fois, en tant qu'application, on ne parle plus de l'imagerie chez l'homme, on parle de l'imagerie chez l'animal, pour faire des modèles animaux. Et pour avoir, au lieu de sacrifier les animaux régulièrement pour regarder l'évolution d'une tumeur, eh bien on va faire de l'imagerie régulièrement chez le même animal. Voilà ici une tumeur implantée dans un cerveau de souris. Juste, allez, comme je viens de prendre la direction d'un institut du CEA qui va recevoir, qui comprend Neurospin, et Neurospin, il y a un grand projet qui est d'utiliser la capacité du CEA à construire des aimants impossibles. Et donc voilà un aimant qui a été construit sur les calculs de l'IRFU, qui fera donc 11,7 Tesla pour le corps entier. Donc ça fait 90 cm. L'aimant fait 5 mètres de haut. Et il est actuellement dans la Manche, puisqu'il a été fabriqué à Belfort. Il est allé à Strasbourg sur un camion à 26 roues. Et puis il a pris le bateau pour arriver jusqu'à Corbeil, où il va être livré. Donc on l'attend pour à peu près le 17-18 mai. Donc pourquoi faire si haut? Eh bien, plus on met un champ magnétique fort, plus l'aimantation est forte, donc plus on arrive à voir des éléments de volume petits. Et donc voilà un peu l'expérience qui va être faite, c'est à peu près unique au monde. Voilà puis aussi le genre de recherche qu'on peut faire pour voir mieux. Alors ça, c'est l'amélioration des caractéristiques intrinsèques, mais c'est aussi l'amélioration des moyens de visualisation. Par exemple, on peut représenter en 3D. Donc là, il y a tout un tas de recherches sur le traitement des images. Et ça, pour un chirurgien, ça peut être quand même très utile quand il veut aborder une tumeur, surtout quand on fait une image fonctionnelle et qu'on lui dit « Attention, la motricité de la main se trouve là. Si vous enlevez la tumeur, touchez pas trop à cette zone. » Donc vous voyez que là, on a quand même quelque chose qui est composé. On a aussi l'imagerie multiparamétrique, qui est une amélioration. C'est une recherche dans laquelle on va mélanger deux modalités d'imagerie. Par exemple, je vous ai dit que l'imagerie par tomographie d'émission de positons va être très sensible pour détecter des métastases ou des tumeurs. Voilà. Donc ici, on a une tumeur détectée au TEP, mais alors anatomiquement, là, on n'arrive pas à voir où c'est. Donc ce qu'il faut, c'est coupler l'appareil de tomographie d'émission de positons à un scanner X, et on va avoir les deux. Quand on va superposer, eh bien, on va voir exactement sur l'anatomie où est la tumeur exactement.
Donc voilà le genre de recherche qui peuvent être pour voir mieux, c'est-à-dire on a la même chose, mais présentée mieux cette fois. Enfin, voir plus, eh bien, on va augmenter le nombre de paramètres que l'on peut mesurer. Donc avec les modalités, alors ça peut être avec les modalités actuelles. Par exemple, quand on couple la spectrochimie de la RMN avec l'imagerie par résonance magnétique, eh bien, on arrive à faire des représentations de différentes molécules, en particulier en protons. Ici, c'est une image de la choline, la créatine, le N-acétylaspartate, le lactate. Tout ça, c'est des images obtenues par spectre de RMN. En plus, on peut faire une image de diffusion, on peut faire une image de perfusion, etc., etc. Donc maintenant, on arrive en IRM à mesurer 50 paramètres physiologiques différents et on peut avoir une cinquantaine d'images à disposition. Donc ça, c'est toujours avec une modalité que j'ai décrite, c'est l'IRM. Et puis il y a de nouvelles modalités. Alors ici, c'est de l'électroencéphalographie très fine résolution, c'est-à-dire on met des électrodes un peu partout. Et puis il y a aussi la magnétoencéphalographie, c'est-à-dire qu'on va capter avec des jonctions Josephson des champs magnétiques, des variations de champs magnétiques extrêmement faibles, et on va, sur l'audition, sur certaines fonctions, essayer de retrouver où se trouvait l'excitation, où se trouvait l'activité électrique. Ça, c'est des résolutions temporelles exceptionnelles qu'on ne sait atteindre avec aucune autre méthode. Pour la résolution spatiale, c'est un peu difficile. On est obligé de les reporter sur des méthodes différentes pour avoir l'anatomie. Donc voilà de nouvelles modalités. Alors je n'ai pas parlé de l'optique, mais enfin on se fait aussi des imageries optiques, sauf qu'elles pénètrent peu, donc on peut avoir le cerveau en surface. Bref, il y a beaucoup d'autres modalités qui apparaissent. Et puis en aval, sur le traitement et la gestion des images, on peut utiliser des méthodes mathématiques. Et par exemple, ici, on a des images qui ont été acquises en imagerie de diffusion. C'est donc une imagerie qui a été créée par Denis Le Bihan ici au CEA. Et donc cette méthode permet de regarder la diffusion dans chaque direction. C'est-à-dire en mettant le gradient de diffusion dans là, on va regarder tout ce qui diffuse dans ce sens-là. En le mettant dans ce sens-là, on va regarder tout ce qui diffuse dans ce sens-là. Bref, on acquiert le tenseur de diffusion. Et en faisant ça point par point sur le cerveau, on arrive à définir les endroits dans lesquels la diffusion est supérieure, ce qui conduit à la reconstruction des fibres des tissus cérébraux. Et on arrive ainsi à reconstituer les voies de conduction. Et si on l'associe à l'imagerie fonctionnelle, on arrive à suivre toute la voie d'une impulsion donc de cette manière. Donc vous voyez que là, par le traitement, par des méthodes d'acquisition spéciales, on arrive à voir beaucoup plus de choses que ne montrait simplement l'IRM. Je n'ai pas pu charger le film, mais ici, c'est quelqu'un qui est allé encore plus loin et qui a essayé de voir le modèle d'excitation cérébrale, de variation du contraste pour différents types d'images. Et à partir de ça, il a essayé de reconstruire, sans savoir quelles images on montrait, de reconstruire en regardant le modèle d'excitation du cerveau, quelles étaient les images qu'ils étaient en train de voir. Et voilà ce qu'on lui montrait, voilà ce qu'il a pu détecter, voilà ce qu'on montrait ici, voilà ce qu'il a pu détecter. Donc c'est assez extraordinaire, et il y en a qui commencent à parler de voir les rêves, etc. Bon, attendez, on n'en est pas là, heureusement. Voilà, juste cette image pour conclure, voilà le chemin parcouru. Notre unité, l'IR4M, a eu une collaboration il y a quelques années avec l'équipe de physiciens de Würzburg. Donc ça m'amuse de montrer ces deux images qui ont été acquises à Würzburg, puisque c'est à Würzburg que Röntgen a découvert les rayons X. Voilà, il y a ici un peu plus d'un siècle d'écart entre les deux. Ça, c'est la main de Madame Röntgen. Ceci n'est pas un genou, c'est un doigt. C'est deux phalanges. Vous voyez les deux phalanges ici avec un ligament. C'est en résolution 156, 156, 156. C'est tridimensionnel, c'est de l'IRM. Donc vous voyez qu'on a fait un sacré bond entre ça et ça. Alors, perspective d'avenir, si on veut être faire un peu une boutade, imaginons qu'on arrive dans quelques années, on entre dans un appareil et après quelques minutes, on ressort une cartographie du corps qui montre 50 paramètres mesurés. C'est un rêve, on ne sait pas le faire actuellement, mais on sait mesurer les 50 paramètres avec différentes méthodes, etc. Donc, j'ai envie de dire, en recombinant, on arrive à avoir une richesse croissante des images dans des temps de plus en plus courts, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à observer du côté de l'imagerie médicale. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop long.